Guillaume Larrivé, bonjour. Bonjour. Vous êtes député des Républicains de Lyon et auteur du coup d'État Macron il y a quelques mois maintenant. C'était avant le confinement, avant l'épidémie. Un mot de la recommandation de l'Académie de médecine qui dit qu'il faudrait rendre obligatoire la vaccination pour une simple raison d'efficacité dans cette dernière manche. Approuvez-vous ? Je suis plutôt favorable par principe à la liberté et à son corollaire, la responsabilité. Donc je ne suis pas très favorable par conséquent à ce qu'on rende obligatoire, à ce stade en tout cas, la vaccination. J'aimerais faire confiance à une immense majorité de Français pour faire ce que j'ai fait du reste, c'est-à-dire me vacciner. Et je constate que c'est plutôt l'orientation que choisissent les Français. Je pense qu'une grande majorité de nos compatriotes ont compris que voilà, la science pouvait être mais il peut manquer les réponse. 10-15 millions qui font l'immunité, on le sait. C'est pour ça que je vous dis à ce stade, on peut peut-être en reparler à l'automne. Je ne suis pas farouchement opposé au principe du caractère obligatoire, même si je préfère une société de liberté et de responsabilité. Alors, j'aimerais en réalité ne pas avoir à aller jusqu'à voter le caractère obligatoire de la vaccination. Liberté, responsabilité, est-ce que ce n'est pas le pass sanitaire finalement qui répond à cela ? Vous pouvez ne pas vous faire vacciner, mais vous n'aurez plus accès aux avions, Absolument. aux restaurants, au cinéma. On pourrait aller jusque-là. Tout à fait favorable au principe du pass sanitaire. Je l'ai voté d'ailleurs, ce qui m'a valu quelques insultes sur les réseaux sociaux compte tenu de l'époque sympathique et de la violence virtuelle qui s'y déverse. On a vu la manifestation ces derniers jours des antipasses. Je suis favorable tout à fait à cette idée de bon sens qu'en effet, pour accéder à certains lieux de grands rassemblements, on doit montrer qu'on a pris les précautions de vaccination. Voilà, tout ça ne me pose pas de difficulté, précisément parce qu'on doit retrouver nos libertés. C'est pas du tout liberticide que d'être vacciné, c'est pas du tout liberticide que de participer collectivement à cet effort d'immunité. Que dire, que faire contre ceux qui disent le pass sanitaire, c'est la nouvelle étoile jaune, c'est un pass nazitaire, enfin tous les délires qu'on a vus ces derniers jours. C'est d'une bêtise absolument stupéfiante et c'est honteux. Voilà, ça doit être traité, je pense, d'abord par le mépris. Du bras de fer à la main tendue, ces 2 derniers jours, comment avez-vous jugé l'affrontement entre Gérald Darmanin et Audrey Pulvar qui finalement vont se retrouver pour parler police ? J'ai plutôt eu le sentiment, Christophe Barbier, d'assister à une querelle de bac à sable. Pardon, mais cette espèce d'échange de ping-pong, je vais porter plainte contre toi, mais non, c'est moi qui vais porter plainte, mais non, finalement, je porte plus plainte. Tout ça m'a pas paru totalement à la hauteur des enjeux. Sur le fond, évidemment que Madame Pulvar a eu tort de qualifier de glaçante cette démonstration paisible de policiers exprimant leurs difficultés. Paisible avec des mots quand même très durs contre les politiques, contre la justice. Oui, ils ont eu des mots durs qui correspondent à l'expression d'une réalité telle qu'ils la perçoivent. Mais plutôt que de perdre notre temps dans le commentaire des bisbilles entre le ministre de l'Intérieur et Madame Pulvar, candidate aux élections régionales en Île-de-France, je trouve qu'on devrait plus collectivement s'intéresser aux solutions sérieuses qu'on doit essayer de déployer pour répondre à cette situation d'insécurité. Et à cet égard, je trouve que l'agitation législative permanente, l'improvisation, la polémique permanente, tout cela ne rend service ni à la police ni à la justice. Alors, on va parler du fond, de la sécurité, mais un mot de cette manœuvre quand même. Darmanin a servi Pulvar, on le voit bien, il l'a fait remonter, parce qu'il se dit comme ça va un peu édulcorer la probable victoire de Valérie Pécresse au régional. Ça affaiblit une présidentiable, c'est bon pour Macron, qui fait son travail. Il est possible que le ministre de l'Intérieur ait eu ses arrière-pensées, mais je pense qu'il a plutôt tort de le faire. Encore une fois, il faudrait qu'il se concentre sur sa mission. Il a suffisamment à faire. Alors, le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions de la loi dite sécurité globale, certaines écrites par la majorité, certaines écrites par le Sénat, l'usage de drones, la diffusion d'images de policiers. Que feriez-vous de plus et de mieux pour remettre cette loi sur l'établi ? Je suis plutôt convaincu que le Conseil constitutionnel a eu raison de censurer certaines de ces dispositions, et notamment ce fameux article 24 devenu article 52. Je me suis exprimé à plusieurs reprises dans l'hémicycle, en commission, pour expliquer qu'il avait pas véritablement de sens, enfin, pour le dire de manière plus directe, c'était ni fait ni à faire, et c'est assez normal que le Conseil constitutionnel ait décidé de l'effacer comme méconnaissant le principe constitutionnel de l'égalité des délits et des peines. Je ne vais pas être trop technique, mais enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était un brouillon et ça allait rester. Et ça voulait protéger les policiers. Oui, mais la vérité, enfin, je le crois,
j'ai pas mal travaillé ces questions depuis une quinzaine d'années, autrefois au cabinet de Nicolas Sarkozy, au ministère de l'Intérieur, puis maintenant comme député depuis 10 ans. Je pense vraiment, pardon, ça peut paraître banal de le dire, mais je pense vraiment que dans le code pénal, dans le code de la sécurité intérieure, dans le code de procédure pénale, on a d'ores et déjà de très nombreuses dispositions, articles, dont il faut arriver à se saisir. Alors qu'est-ce qui manque? Une volonté politique? Plutôt que de modifier tous les 4 matins le code pénal, on devrait par exemple réussir, et ça s'adresse au ministre de la Justice, à adresser une dépêche de politique pénale au parquet pour que certaines infractions soient véritablement poursuivies. Voilà. Les atteintes aux images, la diffusion malveillante d'images des policiers et des gendarmes sur les réseaux sociaux, je pense que les dispositions pénales actuelles permettent de les réprimer à la condition qu'on le veuille vraiment. Et c'est ça le problème, c'est un problème de volonté des politiques et des juges. C'est un problème de volonté, c'est un problème d'application, c'est un problème de construction technique de dossiers permettant de judiciariser des faits, c'est un problème de recueil de preuves, c'est un problème parfois d'enquête, de procédure, c'est un problème d'action. De manière générale, d'ailleurs, je pense que l'art de gouverner, c'est d'abord un art pratique. On a trop tendance à considérer qu'il s'agit seulement d'un art rhétorique qui consiste à utiliser par exemple la loi comme le support d'un article de presse ou d'une matinale. Je pense qu'on devrait être beaucoup plus dans la pratique, dans l'action, dans l'opérationnel. Le problème évidemment c'est que c'est beaucoup plus discret, ça fait moins la une des journaux, mais je pense que ça serait beaucoup plus efficace dans la durée. C'est le même dysfonctionnement qui fait qu'on a ce féminicide terrible à Hayange. On n'aurait jamais dû laisser cet homme avec cette femme et il l'a tué. C'est probable. Là aussi, l'arsenal législatif, pénal, opérationnel, sur le papier existe, mais probablement, hélas, que la mise en pratique a été in fine défaillante, et c'est la raison pour laquelle cette tragédie a eu lieu, bien sûr. Emmanuel Macron se rend ces prochains jours au Rwanda, apparemment pour reconnaître que la France peut être perçue parfois comme humiliante dans son comportement. Est-ce que c'est le bon chemin? Il donne une grande interview à la revue Zadig sur ce sujet. Il faut toujours se garder de la repentance. Je n'aime guère. Il essaye de l'éviter. Voilà, je n'aime guère l'idée que nous nous repentions aujourd'hui pour les fautes d'hier ou d'avant-hier, mais je crois que ce n'est pas le chemin qu'en l'occurrence il veut emprunter. J'ai plutôt l'impression, en lisant l'interview du président Macron dans Zadig, qu'il s'inscrit dans la continuité de ce que Nicolas Sarkozy avait su faire il y a une dizaine d'années. Il l'a d'ailleurs exposé dans une interview au Point il y a quelques semaines. Voilà, c'est important qu'on renoue sans doute les fils avec la Corne de l'Afrique, avec cette partie du monde qui a tant souffert. L'Europe a haussé le ton contre la Biélorussie. Est-ce suffisant, est-ce efficace d'empêcher des vols, de prendre des sanctions économiques? J'ai le sentiment, à la lecture des conclusions du Conseil européen, que c'est un peu mou du genou, si vous permettez cette expression un peu familière. De manière générale, je ne suis pas du tout épaté par les déclarations de Charles Michel, le président du Conseil européen, bref, qui à mon avis n'est pas forcément la personne la mieux adaptée à cette fonction. Non, mais je me rappelle quand même qu'il y a des outils diplomatiques qui existent, tels que par exemple que le rappel des ambassadeurs, qui a une force symbolique très, très forte. Moi, j'aurais aimé que les États de l'Union européenne, unanimes, rappellent les ambassadeurs de Biélorussie. Les ambassadeurs biélorusses chez nous ont été convoqués à Berlin, à Paris. Mais et on n'a pas rappelé les nôtres. Oui. On pourrait rappeler les nôtres. On devrait de manière plus vigoureuse, montrer notre totale désapprobation de cet acte de piraterie d'État. Derrière la Biélorussie, il y a probablement l'ombre du grand frère russe. Et c'est lui qu'on ne veut pas humilier, c'est lui qu'on veut ménager. C'est probablement lui qu'on veut ménager. Oui, mais je pense que là aussi, il faut dire la vérité, et il faut parfois que le langage de la force, s'exprime dans les relations diplomatiques. On nous mène un peu en bateau ou en avion, si j'ose dire, dans cette affaire. Et ça a valeur de précédent. On ne peut pas accepter quand même ce truc invraisemblable où un État étranger, la Biélorussie, décide de hijacker, comme on dit en bon français, d'aller pirater un avion qui va d'Athènes à une capitale lettonne, c'est-à-dire qui va au cœur de l'Union européenne. Et je trouve que cette réponse est un peu faiblarde, en effet. De manière générale, l'Union européenne démontre, encore une fois, qu'elle est un nain diplomatique, ce qui est évidemment dramatique. Il
est absolument vital pour la France que l'Europe accepte d'être ce qu'elle est censée être, c'est-à-dire une puissance, y compris au plan diplomatique. Dans un monde où le tragique est de retour, on a besoin d'un continent européen qui montre qu'il existe comme une puissance politique et pas juste comme un espace d'échange un peu mollasson qui accepte seulement de modifier quelques liaisons aériennes en réponse à ce qui est un coup de force et une manœuvre d'intimidation de la part de la Russie. Dans un mois, nous serons à la veille du deuxième tour des régionales. Est-ce que votre région, la Bourgogne, deviendra une région lepéniste avec un président Rassemblement national ? Je m'engage comme député de Lyon et comme député bourguignon pour que cela ne soit pas le cas et pour que notre région ait un avenir positif. Et pour ça, on a une belle équipe que conduit Gilles Piatret, le maire de Chalon-sur-Saône. Il est allé chercher sur sa droite avec Nicolas Dupont-Aignan, donc il essaie de faire barrage. Est-ce que ça marchera ? Au-delà de ces considérations d'échiquier politique, c'est une élection régionale. La vraie question, Christophe Barbier, c'est de savoir si dans Lyon, on aura ou pas la capacité de financer, grâce à la région, le contournement sud de la ville d'Auxerre. Est-ce qu'on aura des TER performants ? Ce ne sont pas des questions médiocres, ce sont des questions régionales, ce sont des questions locales. De manière générale, je trouve d'ailleurs qu'on a tort de nationaliser, de mon point de vue à l'excès, les débats régionaux. En l'occurrence, pour la région de Bourgogne-Franche-Comté, les Républicains sont la force centrale, comme était autrefois l'UMP, c'est-à-dire des gaullistes, des libéraux, des centristes, quelques souverainistes, beaucoup de membres de la société civile, des forces territoriales, une liste qui a beaucoup d'allure. De l'autre côté, on a des gauches très divisées, la présidente sortante, PS, PC, mais aussi une liste écologiste, mais aussi une liste France Insoumise, une liste macroniste qui est plutôt une liste de gauche, en réalité, avec l'ancien maire, le maire de gauche de Nevers, et puis de l'autre côté, en effet, le Front National, un paysage très éclaté au premier tour à gauche, et un paysage très stabilisé du côté de la droite républicaine autour de Gilles Piatret. On verra ce que les gens choisissent. Il faut faire une belle campagne et puis il faut aussi être assez modeste. S'ils ont envie de confier les clés de la région à l'équipe socialiste sortante qui a plutôt objectivement préparé le déclin de la région, ils peuvent le faire, ils auront tort. S'ils veulent choisir une liste totalement outrancière qui n'a aucun autre programme que celui de l'outrance précisément et de l'extrême, ils le feront. Et s'ils choisissent des gens raisonnables, ils ont une offre pour cela. Il y a une dizaine de mois, vous avez accordé votre confiance au gouvernement Castex, vous avez laissé sa chance. Oui. Vous regrettez aujourd'hui, vous êtes déçu ? Non, je pense que j'ai eu raison au mois de juillet de considérer que la sortie de crise économique, le plan de relance nécessitait de ma part et d'autres députés un signal d'encouragement et de soutien. Ça n'était pas un chèque en blanc, comme on dit, ça n'a rien retiré à ma liberté. Il m'arrive de voter pour certains textes, il m'arrive souvent de voter contre d'autres textes. Ce que je voudrais vraiment, Christophe Barbier, c'est que les 300 jours à peu près qui nous séparent de la fin de la législature et donc de l'élection présidentielle, j'aimerais que ces 300 jours soient utiles. J'aimerais surtout que le gouvernement accepte un peu de nettoyer son agenda et se concentre sur l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, c'est trois choses. C'est évidemment toujours la gestion de l'épidémie qui n'est pas finie. Deuxièmement, c'est la paix civile, c'est-à-dire toutes les questions d'ordre public. Et troisièmement, c'est la puissance, et notamment la puissance économique. Tous les autres sujets, tous les sujets polémiques, tous les sujets qui divisent la nation me semblent complètement accessoires et je trouve qu'ils auraient intérêt à nettoyer leur agenda. Et dans 300 jours, si au deuxième tour, c'est Macron-Le Pen une fois de plus, ferez-vous comme en 2017 où vous les aviez renvoyés dos à dos ? On n'est pas dans 300 jours par définition. Il y a d'autres voies possibles. La droite peut avoir un candidat. Je me prononcerai probablement sur ces questions de manière précise au début de l'année 2022. Ce que j'aimerais pour l'instant, c'est que chacun apporte sa contribution au débat. Le président de la République, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui doit, 1, diriger l'État, 2, réconcilier les Français, 3, incarner la France. Est-ce qu'il y a des personnalités qui sont capables de cocher ces 3 cases-là ? C'est à elles de le démontrer dans les mois qui viennent. Et puis on en reparlera au début de l'année 2022. Eh bien, vous reviendrez au début de l'année 2022. Guillaume Larrivé, merci, bonne journée.